Moi, ce qui m'a fait aussi beaucoup réagir, par exemple, c'est la blessure de mon fils, qui s'était fait une fracture à la cheville et qui était reparti de l'hôpital avec une ordonnance pour du tramadol. Donc ça m'avait choqué à l'époque, parce que le tramadol est un produit quand même assez connoté dans la crise des opioïdes. Aujourd'hui, le risque de quelqu'un qui est sous traitement aux opioïdes, y compris de synthèse, et voire même surtout de synthèse, ils sont beaucoup plus puissants que les naturels, c'est un risque d'accroche en fait. Les gens risquent de finir dépendants aux produits. Je me rends compte en consultant les statistiques du gouvernement sur data.gouv.nc que en fait, la consommation d'opioïdes est en train d'exploser en Nouvelle-Calédonie et qu'on en est même au stade où on distribue les produits de substitution. Sur une boîte d'opioïdes, quand on lit la notice à effet secondaire, on lira toujours peut entraîner la mort en cas de surdosage. Et ça ne sera jamais écrit dans un produit du cannabis. L'effet n'est pas exactement le même. Quand on utilise le CBD, par exemple, dans un cas de douleur chronique, la douleur reste, mais elle devient vivable. On vit avec. Alors que dans le cas des opioïdes, c'est plutôt une sensation d'extinction du système nerveux et donc d'extinction plus ou moins globale. Dans un cas de douleur neuropathique résistante, par exemple, il n'y a pas de guérison aujourd'hui, hein. Malheureusement, c'est un accompagnement à long terme. Et c'est justement là que le remplacement par ce produit-là est important, parce qu'à long terme, les opioïdes auront un effet néfaste, alors que ce n'est absolument pas garanti avec du CBD. Une mère de famille qui voudrait protéger ses adolescents ou ses enfants, je lui dirais que notre fonction est justement d'empêcher que ces enfants soient exposés à une communication agressive qui banaliserait le produit. Ça, c'est vraiment la chose que nous voulons éviter au territoire. Et nous voudrions aussi que les espaces publics soient protégés au point qu'ils n'aient jamais eu accès à au contact avec ce produit, ni par l'odeur, ni par la vue, ni par l'ouïe. Il n'aura pas pu en entendre parler, il n'aura pas pu en voir, il n'aura pas pu en sentir. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si vraiment les consommateurs n'ont accès aux produits que lorsque leur cerveau a fini de se développer, les problèmes vont aller en diminuant. Et aujourd'hui, dans tous les marchés qui ont libéralisé, la consommation des jeunes a baissé, la consommation des gens plus âgés, au-delà de la cinquantaine, a augmenté, parce que eux, au-delà des 50 ans, bénéficient des fonctions neuroprotectrices du produit, alors que malheureusement, les jeunes, eux, ça ralentit leur développement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le cannabis, c'est pas comme l'alcool. Plus on consomme d'alcool, plus on va être ivre. Alors qu'avec le cannabis, on va consommer un peu de cannabis, qui vont nous amener une certaine ivresse, mais on aura beau consommer plus de cannabis, il n'y aura pas plus d'ivresse. Voilà, c'est la grosse différence entre les deux produits. Et je pense qu'aujourd'hui, autoriser un minimum d'accès légal à ce produit dans un cadre bien déterminé qui protège les mineurs, qui permet de ne pas les exposer aux produits et qui permet de préserver les espaces publics, ça permettrait d'avoir un accès aux consommateurs et de passer ces messages. Si on n'a pas ce travail-là, effectivement, les comportements vont rester ce qu'ils sont et les gens vont continuer à s'adresser au marché noir parce que c'est la seule solution dont ils disposent aujourd'hui. Pour assainir un marché, on peut prendre l'exemple par exemple sur ce qui s'est passé en Hollande. En 2020, les producteurs hollandais qui travaillaient pour le cannabis récréatif ont sommé leur gouvernement de clarifier leur situation et ils leur ont posé un ultimatum dans lequel ils leur ont dit voilà, nous, on veut aller dans le secteur du médical, on veut se positionner vraiment sur le médical. Quelques-uns d'entre nous veulent rester dans le récréatif. Donc, s'il vous plaît, refaites la loi sur l'opium, parce que la situation en Hollande jusque-là, c'est qu'il y a une loi sur l'opium qui autorise tout Néerlandais à trouver ou de l'opium ou du hashish. Et c'est de là que viennent les dérogations pour les fameux coffee shops. Donc, on sait ce qu'il y a sur le comptoir du coffee shop, mais on ne sait pas comment il y est arrivé. Et ça, c'est un problème aussi pour les consommateurs hollandais. Et les producteurs, eux, disent clairement, voilà, tout ce qui est récréatif, prenez-le en monopole, on vous fournit de quoi le certifier, vous le certifiez, vous prenez un timbre, et là, on peut le commercialiser. La réponse du gouvernement hollandais a été assez simple. On dit, OK, mais dans ce cas-là, on va poser nos conditions. Si vous vendez du THC dans votre magasin, vous n'avez pas le droit à la publicité, pas de vitrine, pas d'espace public, un sas d'accueil dans lequel l'identité est relevée. Et aujourd'hui, si vous vendez dans un coffee shop en Hollande, vous allez être obligé de donner un passeport ou une pièce d'identité pour prouver déjà que vous êtes majeur. Et puis ensuite, pour tracer votre consommation, c'est-à-dire qu'on va vous remettre une carte d'identification. Il faudra la poser sur un lecteur avant même de pouvoir passer commande. Donc ça permet d'identifier le commanditaire. Et à ce moment-là, vous êtes crédité de votre achat, entre guillemets. Et si vous êtes contrôlé dans la rue, eh bien, la police peut contrôler l'origine du produit. Et si l'origine est légale, le produit vous est restitué
avec une demande de rentrer chez vous, dans un espace privé, pour le consommer. Je dirais qu'il ne faut plus en faire un problème de sécurité, mais un problème de santé publique. Ça a été l'approche de tous les marchés qui ont réussi leur dépénalisation ou leur légalisation, on peut l'appeler comme on voudra. C'est vraiment de remplacer la contrainte par la force par une proposition de soins. Si on prend l'exemple portugais, par exemple, eux, sur les drogues injectables, ils avaient un énorme problème au Portugal au cours des années 80-90 avec les drogues injectables. Ils ont proposé le produit gratuitement, mais à condition de rentrer dans un centre où il fallait d'abord rencontrer un médecin, un psychologue, prendre une douche, s'alimenter, etc., etc. Donc ça a complètement cassé le rapport des gens qui étaient dépendants avec la façon dont ils se finançaient, c'était souvent soit de la délinquance, soit de la prostitution, malheureusement. Et ça a permis de déconstruire complètement le système et de sortir quasiment tous les gens en dépendance de leur dépendance. Si on prend le modèle plus nord-américain, plutôt au Canada, là ils y sont allés petit à petit en fait. Ils ont au départ proposé des produits les plus neutres possibles, qui ne satisfaisaient pas forcément les clients. Et en 20 ans, ils ont réussi à grignoter avec leur offre sur le marché noir, et aujourd'hui il ne reste plus que 5% de marché noir. Donc ça veut dire que l'offre du monopole d'État est capable de couvrir 95% du marché. Si on prend l'exemple espagnol, par exemple, dans une ville comme Barcelone, il y a 10 ou 15 ans, on se faisait aborder au feu rouge avec une possette pour se faire vendre du cannabis. Aujourd'hui, cela n'existe absolument plus, parce qu'il y a un coffee shop tous les 2 ou 500 mètres dans Barcelone, ce qui s'appelle des clubs là-bas. Alors, ils appellent ça des social clubs. Mais c'est exactement le même principe. On rentre dans le social club, on s'identifie, on remplit un petit dossier dans lequel il y a toute l'identité, etc. On a la capacité ensuite de rentrer dedans et de consommer les produits, de les commander et de les consommer. Et de la même façon, absolument pas dans la rue. C'est-à-dire que si vous vous installez dans la rue avec des amis pour consommer du cannabis en Espagne, l'amende, elle est quasi immédiate. Notre syndicat ne milite absolument pas pour le chanvre, le cannabis récréatif ou adulte ou privé. Notre objectif, c'est vraiment l'industriel et le médical pour le moment. Mais si le gouvernement calédonien devait décider de s'attaquer au marché noir, effectivement, s'il y a un marché légal en face, où les gens ne prennent pas de risques, et qui présente un intérêt économique et qualitatif, les gens ne vont pas aller sur le marché noir. C'est très simple. Aujourd'hui, on peut estimer que le gramme de cannabis à Nouméa sur le marché noir s'échange à peu près 2000 francs le gramme. On peut faire beaucoup moins cher, même dans le cadre d'un monopole d'État. Et même au même tarif, comme on aurait des produits certifiés de haute qualité, le marché noir ne tient pas la concurrence en fait. Si on regarde ce que pèse le marché noir, on estime que c'est grosso modo 6 milliards de francs pacifiques. Si on s'intéresse au chanvre industriel, là, on est sur des rentabilités quand même assez faibles. Le but, c'est de remplacer les importations qui nous coûtent tant de carbone aujourd'hui. Par contre, la vraie opportunité économique qui aura un impact sur la balance du commerce extérieur de la Calédonie, c'est le cannabis médical, parce que notre voisin australien aujourd'hui importe 60% de sa consommation. Il a un marché qui représente 2,8 milliards de dollars US. Toute l'Europe aujourd'hui nous est ouverte. Alors il y a le marché français, il y a surtout le marché allemand. En gros, le marché allemand, c'est 2,6 milliards d'euros. Et aujourd'hui, c'est quasiment 80% d'importation. La production allemande est en train de décoller, mais il y a encore énormément de possibilités d'exporter vers l'Allemagne. Et puis ensuite, il y a tous les pays du Nord, Finlande, Norvège, Danemark, etc., qui sont aussi demandeurs. Dans le chanvre industriel, en général, c'est organisé avec une centralisation de la transformation dans ce qu'on appelle une chanvrière, donc une coopérative. Et là, il y a quand même peu d'emplois parce qu'on a un très fort niveau d'automatisation. Par contre, ça va faire vivre tous les agriculteurs qui ont cultivé et tous les gens qui sont dans la chaîne, effectivement, de transformation et de distribution ensuite. Par contre, dans le cannabis médical, il y a besoin d'énormément de main-d'œuvre pour manipuler les plantes. Alors, cette main-d'œuvre n'est pas forcément permanente, ça peut être des emplois ponctuels, mais en tout cas, ça permettrait de distribuer du revenu dans des zones rurales où aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, tout simplement. Au niveau législatif, malheureusement, aujourd'hui, peu de choses ont changé. On a toujours la délibération 183 de 1969 qui pèse sur nos destinées. On ne peut toujours pas demander de licence. Malgré le changement de gouvernement, malgré les événements de mai 2024, on a réussi à reprendre le dialogue. On nous propose effectivement de poser ces cadres-là, mais on n'a toujours pas de certitude ni sur ce qui va en sortir,
ni sur les équilibres politiques qui vont se faire à ce moment-là. Nous, ce qu'on demande clairement aujourd'hui au gouvernement, c'est de libérer les énergies qu'il y a là derrière, dans un cadre qu'on leur a déjà proposé, hein, de licences qui vont permettre de s'assurer de la traçabilité complète du produit, de la semence au produit fini. C'est-à-dire qu'on sait qui a produit la semence, qui a fait pousser les plantes, qui a acheté les plantes pour les transformer et qui les distribue. Ce qui fait qu'on a un test sur les semences, un test sur les plantes et un test sur le produit fini. Pour un patient, pour un consommateur, c'est la possibilité de voir chacun de ces certificats et de se dire effectivement, c'est bien le produit que je recherche. Parce qu'un patient à titre médical, lui, il va rechercher un ratio THC-CBD bien particulier et un nuage de terpènes, là aussi, adapté à sa pathologie. Concernant l'évolution de la législation, je pense que c'est encore un problème de temps. Peut-être qu'on n'est pas dans le meilleur moment parce qu'il y a des dissensions et que certains vont s'opposer parce que les autres sont pour. Là-dessus, je n'ai pas du tout les clés. Par contre, on voit bien qu'on est en train de monter vers un moment qui va faire le basculement. Face à un politique aujourd'hui, notre discours est assez simple, hein. L'intérêt de la Calédonie est de faire le chanvre industriel et de faire le cannabis médical, parce que le chanvre industriel nous permettra de remplacer une grosse partie de nos importations. Aujourd'hui, c'est 50 000 brevets libres de droit, parce qu'ils datent d'avant la prohibition. Donc tout est accessible finalement. Et le cannabis médical, parce que ce cannabis médical, nous allons pouvoir l'exporter, le faire reconnaître à l'extérieur. Ça va faire progresser l'innovation en Nouvelle-Calédonie et que ça va nous permettre de rentrer des devises, soit des dollars australiens, soit des euros, au choix. Alors la Nouvelle-Calédonie est un pays reconnu pour ses productions, identifié comme un label, et je dirais son terroir est attendu aujourd'hui réellement. Le terroir ou les terroirs calédoniens pourraient permettre de construire des appellations qu'on pourrait comparer au vin bordelais, effectivement.